Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Robin des Bois, voilà une figure de la culture contemporaine qui nous renvoie tout de suite au cinéma, au personnage incarné en 1938 par Errol Flynn. Pour ma génération qui n'est plus si jeune, Robin renvoie d'abord peut-être à un dessin animé de notre enfance, de Walt Disney, de 1973, où il apparaît sous la forme d'un renard. Je reçois aujourd'hui les auteurs, deux parmi les trois auteurs, d'un livre qui s'intitule Robin des Bois de Sherwood à Hollywood, qui est paru aux éditions Libertalia. William Blanc. Bonjour. D'abord, bonjour. Bonjour Julien. Historien, tu as publié plusieurs ouvrages, déjà notamment chez Libertalia, l'un autour du mythe de Charles Martel avec Christophe Naudin, l'autre autour de la figure du roi Arthur. Et puis, Jonathan Fruocco. Bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur à l'université de Nanterre. C'est ça. En littérature médiévale, c'est important. Auteur notamment d'une anthologie de textes du Moyen-Âge, cette fois-ci, qui renvoie donc à la culture médiévale et non plus contemporaine, autour de Robin des Bois. Et puis, il y a une troisième autrice qui s'appelle Justine Breton, qui est maître de conférences de littérature comparée, elle, à l'université de Lorraine, si je me souviens bien. Alors, ce livre, très joli, hein, je tiens à le dire, très agréable à lire, avec beaucoup d'illustrations aussi, hein, beaucoup d'images à la fin, fait un tour d'horizon sur cette figure passionnante. Je mentionnais à l'instant, bien sûr, les principales images qui viennent dans la culture contemporaine, mais c'est une histoire et un sujet qui est beaucoup plus vaste que cela, au fond, Robin des Bois. Il renvoie à l'histoire médiévale elle-même. C'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que Robin des Bois a vraiment existé au Moyen-Âge ? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse vraiment simple finalement à cette question-là. La meilleure façon de voir les choses, c'est de se dire que Robin des Bois, c'est une figure composite qui va reprendre énormément de choses. Alors, on a tendance à dire que avant, disons que dans les sociétés pré-industrielles, les récits de cet ordre-là servaient souvent à transmettre la mémoire d'un personnage, d'un événement, de quelque chose. Donc, il est possible qu'à un moment donné, on ait eu une histoire originelle qui était transmise oralement et qui est évoluée en cette figure de Robin des Bois. Donc on pourra en reparler, il y a plein, et le livre fait le tour là-dessus, il y a plein de sources possibles. Mais le Robin des Bois tel qu'on le connaît finalement maintenant est assez difficile à cerner historiquement, parce qu'il y a énormément de chroniqueurs qui ont mis leurs mains dessus, il y a énormément de sources diverses et variées, et on est sur un millefeuille vraiment entre... En fait, c'est un personnage assez unique dans le sens où on est sur J'aime l'image du millefeuille parce qu'on va avoir les historiens purs, les chroniqueurs au 15e, 16e siècle qui ont travaillé dessus, qui ont essayé de le situer clairement. Et on a en parallèle la littérature, on a des auteurs qui ont développé des récits, ça s'est transmis oralement puis par écrit. Et donc on a ce jeu d'aller-retour entre chroniques historiques qui affine la légende et la littérature qui reprend depuis les chroniques historiques, etc. Donc c'est un phénomène assez intéressant. Si on parle de la question qui vient au sens commun directement, qui est une question purement historique, est-ce que effectivement à l'extrême fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, sous le règne de Richard Cœur de Lion et de son frère Jean Santerre, qui est régent du royaume d'Angleterre pendant que Richard est en croisade, est-ce qu'il y a vraiment eu un bandit avec sa bande qui vivait dans une forêt et qui prenait aux riches pour donner aux pauvres et qui s'affrontait aux délégués du pouvoir central, le shérif de Nottingham? Tout de suite, quand on pose cette question simple, en réalité, on commence à répondre, on est obligé de se décaler vers l'histoire de la littérature et non plus vers l'histoire tout court. C'est ça. Et... Non, mais en plus, ce que tu disais, c'est intéressant, c'est qu'en effet, ce placement historique, fin 12e, début 13e, il est daté, mais il est daté de bien après, en fait, parce que dans les textes qu'a traduit Jonathan, les textes médiévaux,
les premiers textes du 15e, en fait, qui sont complets. Il n'est pas situé historiquement, en fait. Ils mettent en scène ce personnage, mais ça ne se passe pas dans ces lieux et dans ces temps. Non, dans les textes que j'ai édités, traduits dans ce petit livre-là, il y a des séquences, en fait. Il y a une partie du récit où un roi intervient, mais c'est un roi quelconque, lambda, parfaitement générique. Donc on ne sait pas exactement à quelle époque on se situe. Il n'est pas nommé en plus. Il n'est pas nommé plus que ça. Voilà. Donc et puis on n'a aucun indice, parce que ce n'est pas du tout le but finalement du récit de nous en dire beaucoup sur l'histoire avec un grand H pour le coup. Et là où ce placement historique dont tu parlais, avec Jean Santerre, etc., on le doit initialement justement à John Major, qui est un chroniqueur qui a le premier vraiment situé Robin des Bois à cette époque-là, donc à la fin du XIIIe, du XIIe, pardon, sur cette séquence-là historique, avec l'opposition de Jean Santerre et de Richard Cœur de Lion. Et ce chroniqueur, donc Major, il écrit quand, lui ? Il écrit, on est John Major, on est au XVIe siècle, parce que voilà, on est à l'époque de Rabelais, puisque Major d'ailleurs est mentionné assez. En fait, Major était un chroniqueur écossais, mais il a passé suffisamment, contrairement aux autres chroniqueurs avant, il a passé beaucoup de temps sur le continent. Il a notamment enseigné à Paris, ce qui fait que je crois que c'est dans Pantagruel, il est mentionné comme l'auteur d'un traité. Major est mentionné par Rabelais comme l'auteur d'un traité sur la fabrication du boudin. C'est pas authentique, hein, mais c'est. Donc c'est 3 siècles après. C'est ça. L'an 1200 en gros. Hein, voilà. Un peu avant pour Richard Cœur de Lion, quelques années avant, que l'on se met à situer l'histoire de ce personnage en ce temps-là, dans l'Angleterre de ce temps-là. Il y a quand même des indices dans les textes, notamment dans la balade, la principale balade de Robin des Bois, donc qui est du milieu du XVe siècle. En gros, en fait, il y a des indices qui permettent de situer, pour le coup, historiquement, la date de composition de cette balade, parce qu'en fait, il est notamment Robin, par exemple, est qualifié de yeoman. Alors yeoman, ça parle pas beaucoup à un public du XXIe siècle, mais yeoman, c'est une espèce c'est une classe sociale en fait. Donc, en gros, c'est de la paysannerie aisée. Qui peut avoir des lopins de terre en fait, et surtout c'est parmi les yeomen que on recrute notamment les archers, alors les fameux archers anglais qui ont permis aux armées des rois d'Angleterre notamment de battre plusieurs fois la chevalerie française. Et donc disons qu'en fait, le fait de mettre en avant un personnage comme ça, c'est aussi assez nettement une manière de valoriser cette classe sociale. Et c'est quelque part cette classe sociale qui a aussi conscience d'elle-même en disant voilà, nous sommes importants. Et on voit justement dans la balade de Robin, on voit Robin quasiment traité à égalité, en tout cas traité avec le roi. Donc en fait, on a vraiment. Ça veut dire qu'en fait, à cette époque-là, donc au XVe siècle, les yeomen sont suffisamment puissants et ils sont suffisamment. La monarchie anglaise a suffisamment besoin d'eux pour qu'eux-mêmes aient conscience de ça et mettent en avant un personnage en fait qui les représente quelque part. Voilà. C'est ça, on a une fierté de classe qui se met en place à ce moment-là, qui est liée au fait que finalement, c'est à cette classe paysanne-là qu'on doit les victoires de l'armée anglaise pendant la guerre de 100 ans à Poitiers, etc. À Azincourt, notamment. Voilà. Donc, ils en sont conscients, ils sont conscients du poids qu'ils peuvent avoir. Et sans compter qu'en plus, aussi à cette époque-là, donc fin 14e, début 15e, qu'il y a des révoltes en fait en Angleterre. La révolte de Wat Tyler, notamment. Très grande révolte. En 1380. Et avec notamment, en pointe de ces révoltes-là, il y a les yeomen en fait, dans ces révoltes-là. Donc il n'y a pas que en fait. Mais voilà, c'est une particularité anglaise. En fait, on a vraiment cette espèce de classe sociale qui dit donc on a besoin d'être respecté, on a besoin d'être quelque part, d'être représenté, d'être écouté, quoi, en fait. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que Robin apparaît à ce moment-là, et surtout que en fait, même l'habit de Robin, donc le fait qu'il soit habillé en vert. C'est vraiment l'habit, c'est la couleur des yeomen, notamment de Chaucer, donc connaît très bien Jonathan, vu que voilà, c'est un traducteur de Chaucer, donc un grand auteur du XIVe siècle. Quand Chaucer parle des yeomen, il dit voilà, ils sont habillés en vert. Et donc ils utilisent des arcs en fait quand ils décrivent des yeomen. Ils ont leurs flèches. Ils ont leurs flèches et tout. Voilà. Et donc, ce qui est une arme non nobiliaire, il faut insister là-dessus. Voilà. Les nobles se battent à cheval et à l'épée, ou à la lance, ou à la lance qu'ils portent sur leurs chevaux, alors que effectivement l'arc c'est une arme ignoble, non noble, qui est censée pas être chevaleresque parce qu'elle tue de loin. C'est ça, et d'autant plus l'arc long anglais qui tue d'autant plus loin. Il est très rapide, il a une puissance qui est inégalée par rapport à l'archerie française. Et les Anglais, en fait,
les yeomen sont de fait recrutés comme yeomen, comme archers, et ils s'entraînent sur leur temps libre. En fait, il n'y a pas d'armée de métier, donc ils sont obligés. Alors, là, en fait, c'est une armée, en fait, gros, qui est par contrat, en fait. Hein, voilà, donc, mais surtout, en fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, la majorité, une grande partie de l'armée du roi d'Angleterre est constituée d'archers, en fait, hein, donc, et pas de chevaliers, quoi. Donc, et à la différence, notamment, par exemple, de l'armée française, où là, on a une armée chevaleresque extrêmement, enfin, une des troupes chevaleresques extrêmement puissantes. Hein, donc, voilà, donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et donc, ces textes-là reflète d'une certaine manière ça, avec en plus un autre aspect dont on pourrait en parler pendant des heures, en fait, un autre aspect qui est aussi l'aspect aussi d'attaque, en tout cas de critique de la richesse de l'Église, en fait, hein, donc, qui est extrêmement intéressant. Alors justement, pour aller dans ce sens-là, en vous écoutant, on constate que c'est quand même à un moment avec les grandes révoltes, la révolte des paysans en Angleterre, les problèmes aussi liés à la guerre de 100 ans, c'est à ce moment-là, donc au XIVe et XVe siècle, sur toile de fond de tensions sociopolitiques, que le mythe prend forme. Et de fait, au cœur de cette légende jusqu'à aujourd'hui, la légende de celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres, il y a une logique politique très, très, très importante, structurante quand même. C'est ça. Et d'entrée de jeu, dans les textes les plus anciens qu'on a, on a cette mise en avant de Robin qui va voler directement aux riches pour donner aux pauvres et redistribue les richesses. Et on a d'ailleurs dans le texte que mentionnait William, qui est la geste de Robin des Bois, donc qui est effectivement un texte très long, très complet, composite, qui va jusqu'à la mort de Robin d'ailleurs. On a des séquences où Robin va prêter de l'argent à un chevalier, où il se lie. C'est ça, en fait, il envoie ses hommes, les joyeux compagnons, sur la route pendant un guet-apens. Il leur amène un chevalier, et donc on a une séquence assez carnavalesque où le chevalier est invité à dîner. On a un repas on a du cygne, on a du gibier, on a de la vénaison. C'est vraiment, c'est pas le genre de repas qu'on s'attend à avoir près de hors-la-loi dans la forêt. Un banquet merveilleux, quoi. C'est ça, c'est un banquet merveilleux en pleine forêt, c'est très shakespearien pour le coup. Et le chevalier, à la fin, on lui demande donc de payer sa note. Ce qui surprend un peu le chevalier, sauf qu'il s'avère qu'il est complètement ruiné. Robin s'inquiète sur le moment, il fait vérifier par Petit-Jean les coffres du chevalier, et il s'avère que le chevalier n'a plus un sou en poche, ses terres lui ont été confisquées. Et là, Robin lui pose en fait la question, il cherche à savoir s'il a été fait chevalier de force, savoir qu'à l'époque, on a cette politique qui est mise en place. Être chevalier, ça n'a pas que des avantages en fait à l'époque. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Quand on est noble, il vaut mieux rester écuyer. Exactement. Et on arrive à un stade en Angleterre où les nobles ne veulent plus être faits chevaliers. Donc les différents rois vont forcer, à partir d'un moment où on a un revenu de plus de 20 livres par an, on est fait d'office chevalier. Ce qui veut dire qu'on doit s'équiper à grands frais pour être en mesure de servir au combat il faut avoir plus efficacement. C'est pour ça que les rois ont intérêt à ça. Voilà. Et donc Robin s'inquiète d'abord de savoir si c'est pas le pouvoir féodal qui a ruiné cet homme, avant de se rendre compte qu'en fait non, c'est un abbé. Donc c'est encore pire, puisque là c'est pas le pouvoir féodal, c'est le pouvoir ecclésiastique. Les deux grands ennemis de Robin des Bois qui sont responsables. Et d'ailleurs, tu parlais du terme, le mot, un des mots centraux en fait. Hein, je pense que dans tout le mythe en fait, dès le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est le terme carnavalesque, mais au sens vraiment de carnaval, du rite d'inversion. C'est en fait un moment où en fait les lois sociales sont complètement inversées, sont renversées. Et ça, c'est hyper intéressant parce que en effet, là il y a le rite d'inversion. En fait, c'est les pauvres qui donnent à un riche. En fait, hein, voilà. Donc, et puis après, il y a toute une histoire de déguisement parce qu'après, dans cette geste de Robin des Bois, il y a le roi qui arrive mais déguisé. En fait, voilà. Donc, travestissement. Et là encore brouillage, inversion des relations hiérarchiques. Il y a aussi le brouillage. Ça, on en parlera notamment. Vu c'est Justine qui a travaillé dessus. En fait, hein, le brouillage aussi des questions, des notions de genre. En fait, des identités de genre, parce que Robin et Petit-Jean, Robin et les gens de la troupe de Robin s'habillent en femme, Marianne s'habille en homme, voilà, donc il y a tout un truc comme ça. Donc renversement des valeurs, enfin renversement des normes. Et puis, ce qui est assez frappant, et ça là-dessus, Jonathan a travaillé dessus, puis il y a d'autres historiens, notamment Stephen Knight, qui est un historien anglais. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a pour le coup des sources judiciaires en fait, hein, donc, du Moyen Âge, qui disent que ce type, l'espèce de carnaval en fait, hein, de Robin des Bois existait vraiment et que c'était parfois l'occasion d'émeutes où en fait les gens s'habillaient, se grimaient en Robin des Bois
Et donc, ils en profitaient pour faire des espèces de manifs, quoi, quelque part. Ça pouvait dégénérer. Ça pouvait dégénérer, ça, et ça allait très loin. Avec c'est l'affaire de Will and Hall, justement, où donc on a un gigantesque quiproquo par rapport entre deux villages, avec un homme qui est arrêté dans un autre village, il est enfermé, etc. Donc, à quelle époque on est au 15... c'est 1498, je crois. Voilà, donc on a la fin du Moyen-Âge. Et en fait, on a toute une troupe du village adverse qui, malgré la décision du juge de paix de leur interdire la venue au marché du village voisin où est enfermé leur collègue, se déguisent en Robin des Bois. Ils sont 200 hommes d'armes. Ils arrivent au marché et en fait, ils font un peu la loi là sur le marché en menaçant de tuer quiconque viendrait s'opposer à eux, tout ça. Donc ils sont évidemment convoqués par la justice derrière pour répondre de leurs faits. Ils disent non mais nous on a rien fait en fait. C'est une blague. C'est une sorte de charivari. C'est ça. On est en plein charivari. C'est coutume pour nous à cette période de l'année de venir déguiser en Robin des Bois et en joyeux compagnon pour récupérer de l'argent, divertir les gens au marché et récupérer de l'argent pour notre paroisse. Et en fait ils retournent la situation complètement à leur avantage en disant mais en fait non, ça fait partie d'un rite de fête populaire. Alors qu'en réalité, derrière, il y avait une vraie revendication, une vraie tension. Une vraie revendication. Ça, c'est un cas parmi d'autres, en fait. C'est ça. Il y en a beaucoup. Et tu disais, en fait, tu parlais notamment du théâtre, en fait, du petit théâtre de village, en fait, où il y a des pièces de Robin des Bois qui sont... Alors là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de sources par rapport à ça. Non, parce qu'en fait, c'était des textes improvisés, des espèces de peut-être un peu comme de la commedia dell'arte. C'est ça, c'est pour ça, en fait, là, j'en ai mis quelques-unes dans ce bouquin-là, et c'est pour ça que j'ai appelé ça des scénettes, parce que c'est très court. On n'est pas sur des pièces de théâtre comme on va avoir à l'époque élisabéthaine et jacobéenne, on va avoir du Shakespeare de 3 heures. Au 16e. C'est ça, voilà, on est quelque chose de beaucoup plus construit. Là, c'est vraiment des choses beaucoup plus vivantes, improvisées. On est presque au niveau d'Adam de la Halle, c'est quelque chose de pratiquement interactif avec le public, quoi. Donc, et ces scénettes-là mettent en place Robin des Bois de cette façon-là, dans cette période de fête populaire. Ça montre l'importance du personnage de Robin, justement pour la population. Ouais, non, mais dernier truc, c'est là où on retombe à ce dont on parlait au début. C'est là, en fait, où tu vois l'invention du personnage, l'historicisation du personnage, en gros, dire voilà, en fait, ce personnage, Robin des Bois, vivait au 12e, fin 12e, début 13e, et donc il vivait au temps du roi Richard, et en fin de compte, il a aidé le roi Richard à être mis sur le trône. Ça, pour le coup, ça, c'est Jonathan qui me l'a appris quand on a discuté, c'est intéressant parce que ça vient d'un auteur, alors j'ai oublié, c'est 1598, là, tu sais, les grandes pièces. Anthony Munday, qui en gros dit, Robin des Bois, c'est pas une espèce de bandit social, c'est pas une espèce d'expression populaire, c'est un noble. On l'anoblit, on l'anoblit, et en fait, c'est un noble qui se bat non pas pour une forme de justice sociale et tout, mais pour remettre un roi sur son trône. Pour rétablir l'ordre légitime. Ce qui est plus la même chose, là. Mais c'est plus du tout la même chose. Et Munday, il est central parce que c'est lui, après, qui va donner, en fait, l'image, en fait, en gros, la trame historique du mythe, en fait, c'est lui qui le donne. Enfin, c'est lui qui la popularise, quoi. Et c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on passe justement d'une période donc, où le théâtre, comme on disait, est vivant, rural, populaire, enfin, c'est carnavalesque dans le sens où c'est la place du marché, vraiment qui est en vie, à quelque chose qui va être déjà d'un point de vue théâtral beaucoup plus administré. On va avoir des compagnies théâtrales qui se mettent en place, surtout en Angleterre, à l'époque, au début du XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, justement, au début du XVIIe siècle, avec Shakespeare. On a le théâtre le Globe, la Rose, qui sont deux centres culturels très importants, et le théâtre se fait de manière très conventionnée. Et on dépend, justement, de la générosité du roi, d'un duc, d'un comte. On a un protecteur. On a un protecteur qui nous permet de dire certaines choses. Voilà. Et le théâtre, donc, s'institutionnalise vraiment à cette période-là. Et Munday s'inscrit dans ce cadre-là. C'est à ce moment-là que Munday écrit et fait jouer ses pièces, donc la chute et la mort de Robert comte de Huntington, dans ce contexte-là, et en se basant justement sur des sources historiques relativement récentes pour lui, qui sont justement John Major que j'ai pu mentionner, et d'autres dans la foulée de Major qui vont essayer justement de faire de la noblesse de cœur de Robin une autre forme de noblesse. Et parce que le personnage s'institutionnalise, il a besoin de monter un peu en grade, parce qu'au théâtre, c'est plus seulement le
peuple qui est dans qui ont les billets les moins chers dans la fosse. C'est aussi tous les gens dans les théâtres anglais de l'époque, les nobles qui vont au théâtre pour se montrer. Au balcon, ouais, au balcon. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Donc, et alors, si on considère un peu la structure politique de ces deux lectures possibles, d'une part, charivari, c'est-à-dire structurellement remise en cause, mais rituelle et inoffensive, qui en fait permet de mieux maintenir l'ordre, des hiérarchies en les inversant, juste un moment, quoi. D'un côté, alors évidemment, ça peut dégénérer. Je renvoie aussi au carnaval de romans tel que Emmanuel Leroy-Ladurie l'a évoqué. Hein, c'est exactement ça. C'est un charivari qui tourne mal, qui n'est plus sous contrôle. Il y a cette première lecture-là du personnage de Robin. L'autre lecture, c'est finalement, qui n'est pas antithétique, c'est un personnage qui va intervenir quand l'ordre légitime est déstabilisé, pour le remettre en place finalement. Et là, c'est là que le contexte de l'absence de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre, qui gouverne mal en son absence, fait sens. Mais là encore, finalement, il y a quelque chose de conservateur pour l'ordre général dans ce mythe. Tout ça va à l'encontre d'une autre interprétation possible dans l'historiographie, à laquelle tu as déjà fait allusion avec l'expression bandit social, William, qui renvoie aux travaux d'Eric Hobsbawm notamment. Sur la manière dont les classes populaires ont développé justement des mythes qui sont réellement subversifs, en revanche. Et Hobsbawm trace à travers les âges modernes l'émergence des différentes figures de bandits qui s'enfuient dans des lieux reculés où le pouvoir a moins de prise. Et qui aident les populations opprimées à lutter. Et donc, évidemment, dans le cas de Robin, c'est la forêt, ce qui renvoie aussi, ce qui donne sens à la couleur vert. Qu'est-ce que vous pensez de la lecture, donc finalement marxiste, de Hobsbawm, du bandit social? Est-ce que Robin correspond ou pas à ça? Disons, en fait, on va dire que... moi, évidemment, là, étant un peu l'historien de la bande, en fait, je me suis un peu, évidemment, tout de suite un peu heurté, ou en tout cas confronté. J'ai pensé à Hobsbawm. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que je pense que Hobsbawm, après, il écrit son bouquin Bandit, en fait, c'est en 68, si je me rappelle bien. Donc, ça correspond à un moment. Voilà, en plus, c'est un moment à une humeur anti-institutionnelle. Exactement. Donc, et là où je pense qu'en fait, Hobsbawm, alors après. Il y a eu pas mal de critiques après du bouquin et tout, de remise en cause. Et je pense que de débats en fait par rapport à ça qui sont légitimes, parce que c'est vrai qu'en fait en lisant Hobsbawm aujourd'hui, on se rend compte qu'il a beaucoup systématisé en fait son idée de bandit social. Il en a fait une espèce de classe, une espèce de, ou alors on va dire une sous-classe, ou en tout cas une espèce d'expression de la classe paysanne et tout. Et en fait, il a voulu, je pense qu'il a rattaché des figures issues de contextes en fin de compte assez différents dans une espèce de grande figure. Voilà. Donc, c'est la proto-lutte des classes, au fond. Oui, c'est ça. La lutte des classes avant la prise de conscience pleine. Le truc, je pense que en fait, nous, notre travail, il ne se situe pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, limite, c'est pas spécialement antithétique avec ce que dit Hobsbawm, mais nous, on a plutôt travaillé sur la représentation. En fait, le truc, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'une figure comme Robin, tout comme toutes les figures, comme le roi Arthur, d'autres choses, enfin voilà, donc c'est des figures plastiques. Et donc, on peut les tirer à U et à Dia, en fait. Ils peuvent parfaitement, comme tu l'as dit, être des figures en fin de compte assez conservatrices. En fait, en gros, je suis là pour rétablir en fait l'ordre. Un exutoire, quoi. Voilà, exutoire pour une soupape. Ou alors des figures plus contestataires et tout. Mais ce qui est même parfois marrant, c'est que y compris par exemple, au XXe siècle dans la culture populaire, on va avoir les deux en même temps. Le film de 38, c'est ça, c'est un film à la fois assez conservateur, on rétablit le roi Richard, mais en même temps, quand on regarde bien le film, on se rend compte qu'il y a plein de clins d'œil à l'actualité, au nazisme, voilà, donc c'est un film produit par la Warner, qui est un producteur juif, voilà, donc c'est Michael Curtis, qui est un réalisateur juif, qui le fait, voilà, donc c'est, voilà, la musique est faite par Korngold, qui est un compositeur qui vient de fuir donc l'Autriche et tout, donc tout ça, en fait, c'est pas rien, quoi, donc en fait, on peut avoir les deux en même temps, c'est ça, et donc quelque part, nous, notre travail il se situe plus au niveau des représentations, et de montrer en fait que ces représentations-là, elles peuvent être déjà plastiques, et puis elles peuvent être parfois ambivalentes en fin de compte. Donc, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, quoi. Donc, on en vient finalement à la deuxième grande dimension, qui est celle, au fond, du médiévalisme.
Ouais. Rappelons peut-être d'abord ce que c'est que le médiévalisme. Alors le médiévalisme, déjà c'est pas une maladie rare en fait, voilà, déjà, disons-le. Donc c'est contagieux. Ça peut être contagieux. Ça peut devenir obsessionnel. Ça peut devenir obsessionnel. Ça peut prendre des formes inquiétantes quand même. Voilà, donc c'est pas faux. Donc en fait c'est tout bêtement pour simplifier, c'est comment le Moyen Âge est perçu à l'époque contemporaine. En fait, quand on dit à l'époque contemporaine, c'est depuis la fin du XVIIIe siècle en fait. Voilà, donc voilà. Le goût pour le Moyen Âge, qui donne les modes d'aujourd'hui de reconstitution en costume, des vivos, ou de fantaisie, Tolkien, des trucs comme ça. Voilà, donc entre autres, même dans le discours politique. Le Moyen Âge est très présent dans les discours politiques. Donc ça, c'est aussi une forme de médiévalisme en fait. Donc, voilà. Et au départ, ça relève du mouvement romantique. Tu mentionnais la fin du XVIIIe siècle comme début finalement du médiévalisme. C'est aussi les débuts du romantisme. C'est le romantisme qui porte le médiévalisme, le goût pour le Moyen Âge qui va être beaucoup cultivé tout au long du XIXe siècle, lié au sentiment de la perte d'un monde perdu, celui d'avant la Révolution et de l'Ancien Régime, et puis encore plus lointain au Moyen Âge. La première étape, c'est pas Ivanhoé de Walter Scott, même si c'est un moment très important, c'est un peu antérieur. Ouais, donc c'est l'éditeur des textes. En fait, c'est un des plus premiers, peut-être le plus complet en fait. Donc c'est Joseph Ritson qui publie les Ballades de Romain des Bois en 1795. Parce que, en fait, comme tu décris le romantisme, il y a un côté, il y a peut-être un petit côté, on pourrait croire que c'est un petit côté conservateur, genre c'est le monde d'avant. Et c'est vrai en fait. Par exemple, chez Walter Scott, chez Ivanhoé, là pour le coup, ça y est en fait. C'était le temps de la chevalerie, maintenant c'est le peuple qui est partout, c'est terrible. En fait, voilà. Donc ça, voilà. Et même on pourra revenir sur Ivanhoé, en fait, parce que Ivanhoé, c'est en fait, voilà. Bon, on en reparlera après, mais Ivanhoé, quand on regarde bien, c'est le chevalier qui prend la place de Robin des Bois, parce que c'est le chevalier Ivanhoé qui remet sur le trône Richard Cœur de Lion, alors que Robin des Bois, dans Walter Scott, c'est un personnage secondaire. Donc tu vois, donc en fait voilà. Là, il y a un romantisme qui peut être réactionnaire et un romantisme qui peut être progressiste. Exactement. Il y a Chateaubriand et Victor Hugo, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, les deux sont fascinés par le Moyen Âge, c'est pas un hasard. Donc, mais le truc, c'est que par exemple, Ritson, on est on va dire, chez les pré-romantiques, mais lui, il est en effet... Alors, c'est quelqu'un qui est fasciné par la Révolution française. Il publie les textes en 1795, donc on est vraiment encore dans la période révolutionnaire. En Angleterre, à cette époque, il y a beaucoup de gens qui sont des partisans de la Révolution française, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, Ritson, il dit, en gros, Romain des Bois, alors Romain des Bois, quelque part, les textes de Romain des Bois, ça représente l'âme de la nation, du peuple anglais. Hein, c'est intéressant. Et là, c'est un truc typique. Hein. Après, les frères Grimm feront pareil en Allemagne. C'est aussi l'émergence des nationalismes. Et c'est exactement. Voilà. Donc il y a un aspect nationaliste, mais un nationalisme progressiste en disant, en gros... Et donc, il dit, voilà, regardez, Romain des Bois, c'est l'âme de la nation anglaise, mais l'âme de la nation, elle est rebelle. Mmh. Elle a soif de justice. Elle a soif de justice. Et donc, quelque part, c'est-à-dire que en fait, le peuple... Et puis, il y a tout un truc aussi autour du fait que... Alors ça sera développé plus tard, en fait, que Romain des Bois, c'est une expression du peuple saxon, qui a été opprimé par les chevaliers normands. Donc, ça revient avec l'histoire de Guillaume le Conquérant, qui arrive en 1066. Et ça renvoie au caractère, effectivement... coloniale voilà. Des structures politiques anglaises à partir du moment où la noblesse normande conquiert en 1066 le royaume et va l'exploiter avec une classe nobiliaire qui est en fait franco-anglaise, enfin franco-normande, et des populations locales qui sont autochtones. Ouais. Mais alors, en fait, je pense que ça rejoint aussi beaucoup les discours qu'il y a à l'époque des Lumières, y compris en France, où en France on disait le peuple est gaulois, il a été opprimé par les nobles francs. C'est une théorie raciale. C'est une théorie raciale au sens de des rapports sociaux, pas au sens biologique, pas au sens biologique. Pas en fait, celle et donc en fait, il y a c'est intéressant. C'est en fait en gros, il y a tout un truc. C'est la théorie du joug normand en fait. Le joug au sens l'oppression de la noblesse normande, qui est d'origine étrangère. Voilà. Et donc la noblesse est d'origine étrangère et opprime le vrai peuple en fait. Voilà. Et elle parle pas la même langue d'ailleurs. Elle parle pas la même langue. Et elle parle pas la même langue. Et ça, Ritson en fait, il dit ça en gros concrètement. Il dit concrètement, c'est Robin, ça exprime quelque part cette révolte du peuple anglais contre la noblesse étrangère. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce texte-là, il va être traduit assez rapidement en français. Il va être traduit et on va comparer, notamment, on dit en gros, Robin des Bois, c'est quelqu'un qui aurait pu, qui est un peu comme nos... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, en France, à l'époque, on connaît pas Romain des Bois, donc on va le comparer à Cartouche ou à Mandrin, quoi. En fait, donc là, on rejoint
Roger Hobsbawm, un bandit du 18e. Voilà. Et donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu Ritson qui va vraiment permettre en fait, parce qu'après plein de gens vont s'appuyer sur ces travaux pour développer des théories sur Robin des Bois. Il y a notamment donc Walter Scott, mais il y a aussi donc Augustin Thierry, en fait, Augustin Thierry qui a écrit donc pour le coup un livre en 1825 sur l'histoire de l'Angleterre, l'histoire médiévale, et lui qui va dire qui va encore plus théoriser que Ritson. Une partie du livre s'intéresse à la place de Robin dans la culture contemporaine, mais dans la culture de la jeunesse, dans les publications pour la jeunesse. C'est ça. Et ça, c'est vrai que on regrette l'absence de Justine Moton, qui nous fait faux plan, mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'est que Justine a beaucoup travaillé donc, dans sa partie du livre sur toute la représentation de la littérature jeunesse, et on se rend compte que Robin des Bois, à partir d'un certain stade, va aussi continuer à vivre via ses représentations dans des différents ouvrages illustrés, de plus en plus illustrés d'ailleurs, notamment Howard Pyle, qui a été très important par rapport à cette phase finalement de représentation de Robin dans la littérature jeunesse. Et c'est quelque chose c'est un véritable mouvement qu'on retrouve. Et tu as mentionné le Robin des Bois de Disney en ouverture. Et effectivement, en fait, quand on demande, on voit autour de nous, peu importe la génération finalement, on voit que le Robin des Bois de Disney avec ce renard, il reste très présent pour même des enfants qui sont nés voilà, il y a 10 ans de ça, quoi. Si on leur demande Robin des Bois, potentiellement, c'est toujours cette vision de Disney qui ressort. Et c'est ça qui est fort aussi avec Robin des Bois. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup, et Justine le montre très bien, c'est cette capacité à exister en dehors de toutes ces préoccupations politiques, sociales, économiques dont on a pu parler, toutes ces choses extrêmement complexes en termes de représentation, réception, à un niveau beaucoup plus élémentaire en étant adressé directement aux enfants. Et en parlant directement aux enfants, il instaure quelque chose d'autre qui est, et c'est quelque chose une idée que j'aime beaucoup, qui est on leur instaure, on leur apprend le fait qu'il est possible de résister. Oui. Et que c'est pas un mal de résister dans une situation où on est oppressé. Il y a une logique critique, quoi. Il y a une logique critique. Ouais. Et c'est quelque chose de très beau à apprendre aux enfants. Et je trouve que Robin des Bois, par la littérature jeunesse, le fait très bien. Peut-être que le coup de génie dont parle d'ailleurs dans sa jolie préface Michel Pastoureau de Disney, qui est aussi une erreur historique complète, ça a été de présenter dans ce dessin animé de 1973 tous les personnages sous la forme d'animaux, donc dans la logique ésopique qui est reprise au Moyen-Âge. On met en scène des caractères sociaux qui s'incarnent dans des animaux. Et en prenant pour Robin la figure de renard, donc on le disait, exactement. Qui est l'objet, à partir de la fin du XIIe siècle, des cycles du roman de renard. Alors, en réalité, ça n'a rien à voir. Le renard, dans le roman de renard, n'est pas un personnage positif. Non. C'est pas un gentil du tout, bien au contraire. Mais finalement, le résultat est particulièrement efficace dans ce dessin animé. C'est ça. Disney arrive à renverser complètement nos attentes par rapport à ça et fait de renard un personnage beaucoup plus positif. On a pratiquement une transformation complète même de l'essence même de renard. Ah oui, c'est ça. Maintenant, c'est juste un personnage potentiellement. On revient pratiquement à quelque chose de plus primordial qui est la figure du trickster presque. Le truqueur, ouais, la voilà, figure qui est quelque chose de plus positif et constructif presque, déconstructif et qui permet finalement... C'est celui qui s'en sort par la rue, c'est ça, le trickster? Ouais. Et non, mais après, c'est marrant parce qu'en fait, Disney, à l'origine, il avait comme projet de faire une adaptation du roman de renard. Ouais. Et quand ils ont eu les textes, en fait, évidemment, les textes médiévaux, ça passait pas, quoi, en fait. Parce que bon, là, en effet, renard, c'est, en effet, comme tu dis, c'est un personnage qui est pas positif. Non, mais c'est assez violent. Alors, après, c'est marrant parce que le film de Disney, quand on le regarde bien, ça, c'est un truc, c'est aussi une de mes obsessions, c'est qu'on est encore une fois dans une variante. C'est marrant parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture en fait, et on est dans un moment important parce que pour le coup, on est en 73. On est au début en fait de la contre-révolution conservatrice, donc et puis Disney, les studios Disney, voilà, c'est pas des progressistes pour le coup. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que autant, par exemple, dans le film de 38 avec Errol Flynn, il était question d'État qui opprimait, de pouvoir qui opprimait, de désir de justice sociale, etc. Et tout.
on est à l'époque de la crise, on est à l'époque du New Deal, etc., de Franklin Roosevelt. Donc il y a vraiment une insistance sur la justice sociale. Autant quand on regarde, parce que Disney, c'est la seconde adaptation de Disney de Robin des Bois. Il y en a une déjà de 52, qui est pareil, qui est très conservatrice, avec une grande insistance sur Richard qui part à la croisade. Évidemment, la croisade à l'époque, c'est l'anticommunisme, etc. Et tout. Mais en fait, 73, on se rend compte que ce que cible Robin, c'est pas tant le pouvoir, ce sont les impôts. Et là, en fait, on a mis des images. En fait, si vous regardez bien, il est question d'impôts partout. Même à l'image, il est marqué taxe, 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 taxe. Et en fait, voilà. Et le prince Jean et son sbire, le serpent, qui est très drôle, en fait, évidemment. Donc, ils sont montrés avant tout comme des gens qui prennent trop d'impôts. Et donc, qui comptent les pièces d'or. Et voilà. Et on connaît un peu justement tout ce discours-là, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut être un discours antifiscaliste, antigouvernemental, très réactionnaire. Exactement. Et on est dans un discours, justement, antifiscaliste, très libéral. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'à partir des années même 80, il va y avoir des variantes de Robin des Bois, notamment produites aux États-Unis, y compris projetées dans des contextes qui ont l'air, des contextes contemporains. Je pense notamment à une série qui s'appelle Shérif, fais-moi peur, qui est une série qui se passe avec des types sudistes, en fait, avec une voiture avec un drapeau sudiste. Et en fait, c'est décrit littéralement dans la chanson comme des Robin des Bois modernes, dans la chanson du générique, pas la chanson française, mais la chanson américaine. Et ils combattent avec des arcs. Ah oui, donc voilà, et ils affrontent un shérif, voilà. Et donc on regarde bien que c'est vraiment les rednecks en fait, qui résistent à l'État central, quoi. Et les technos, les rednecks. Voilà, exactement. Et c'est les types les types blancs qui votent massivement Trump aujourd'hui, qui votent massivement républicain déjà à l'époque. Donc voilà, et ça c'est hyper intéressant parce que on regarde de plus en plus. Aujourd'hui, il y a une réactivation de la figure de Robin, à mon avis. Depuis les années 2000, elle a toujours été là en fait, mais je pense vraiment il y a notamment dans le champ politique en fait, notamment après la crise des subprimes, il y a eu des campagnes pour les taxes Robin des Bois en fait, les taxes Robin des Bois pour taxer notamment les flux financiers, avec un petit jeu de mots sur taxe Tobin, taxe Robin, et il y a eu des campagnes comme ça qui ont été quand même pas mal suivies. Il y a eu des manifs où les gens étaient habillés en Robin des Bois, notamment pendant Occupy Wall Street et tout. Donc, c'était pas rien. Il y a eu aussi, ça on a mis des photos en fait. Il y a eu des manifs en fait. On se rappelle aussi en France, par exemple, des opérations Robin des Bois de la CGT, en fait, CGT Énergie, opération Robin des Bois, qui consistait à alléger les factures de manière sauvage, ou à remettre l'électricité à des gens qui avaient été coupés d'électricité parce qu'ils pouvaient plus payer leurs factures, qui étaient des actions revendiquées par la CGT. Donc, et d'un côté, il y a vraiment cette idée, vu qu'en fait, il y a de plus en plus d'injustice sociale et d'inégalité sociale, il y a une espèce de retour en force de l'image de Robin des Bois et des usages en fait, de Robin des Bois dans le camp progressiste, dans le mouvement ouvrier et tout. Et de l'autre, en fait, dans le camp ultra-libéral, voire libertarien, il y a la même chose. C'est-à-dire, en fait, il y a, par exemple, des entrepreneurs, en fait, qui se disent on est des Robin des Bois, on est des Robin des Bois. Oui. Donc, on est des Robin des Bois de la finance, on est des Robin des Bois de ci, on est des Robin des Bois parce qu'on lutte contre la taxation excessive. Et on est contre la taxation excessive, contre trop d'État. Et là-dessus, moi, j'étais tombé il y a pas mal d'années déjà sur un débat qui était assez extraordinaire entre Bernie Sanders, qui était quand même un sénateur très progressiste, en fait, un socialiste, en fait, ouvertement aux États-Unis, qui dit voilà, et Ted Cruz, qui est un républicain, un sénateur du Texas républicain, très très républicain, pour le dire gentiment. Et en fait, les deux se sont réclamés pendant le débat sur CNN, en fait, de Robin des Bois. Bernier dit voilà, moi je suis pour être un Robin des Bois, prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et en fait, Ted Cruz fait non, en fait, le vrai Robin des Bois, c'est celui qui empêche qu'il y ait trop d'impôts. Qui empêche l'État de voler les richesses. Et en fin de compte, vu qu'en fait, comme on a vu la légende de Robin des Bois, elle est plastique, limite, donc ça permet en fait à chacun de s'en emparer. Parce qu'on a eu un renversement complet de la figure de Robin, notamment par rapport à cette figure. Voilà, c'est devenu celui qui vole aux pauvres pour donner aux riches chez une certaine classe politique. Et étant donné que la taxation est au centre de tout ça, ça lui permet d'être réclamé de tous les camps, comme tu disais, William. Et en fait, à la base, on avait Robin qui volait justement à ceux qui se gorgeaient d'impôts, à savoir la noblesse au Moyen-Âge, qui prenait ça justement sur les populations les plus pauvres. Les agents des seigneurs, les entourages, royaux, parfois. Qui se gorgeaient d'impôts. Et d'ailleurs, la révolte des paysans en 1381 est
générés par des différentes taxations excessives. Donc on avait cette idée donc que finalement on a une forme d'oisiveté de la noblesse qui vit des impôts. Et de nos jours, en fait, avec ce système économique, on a un renversement complet de cette idéologie-là, à savoir les riches payent énormément d'impôts. Trop d'impôts. Trop d'impôts selon eux. Beaucoup trop. Beaucoup trop, ce qui permet aux pauvres de vivre des impôts oisivement. Donc on a un renversement complet de ce qui est l'identité même de cette thématique-là chez Robin des Bois à la base. Et c'est ça qui est fascinant. C'est dire la puissance historique fascinante pour le coup de la figure qui peut être investie et réinvestie de mille manières, avec en plus une profusion culturelle tout à fait étonnante et réjouissante. Donc vous avez fait un très beau livre, messieurs. Merci. Merci beaucoup d'être venu le présenter. Vous l'avez fait avec Justine Breton, qui malheureusement ne pouvait pas être là, je le rappelle. Je recommande vivement donc ce petit livre, Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood, aux éditions Libertalia. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre sur Facebook la page de discussion de La Grande Hache qui s'appelle Histoire et idées, et que vous pouvez aussi retrouver sur Blue Sky le compte de La Grande Hache. Merci et à bientôt.